Salut, c'est Jérôme. Alors qu'on était en plein dans la phase de remplacement des linteaux, comme on vous l'avait expliqué dans le vlog précédent, nous sommes tombés sur une surprise peu plaisante. On était en train de dégager les pierres du dessus du mur jusqu'à la ferme de charpente pour la mettre à jour, et puisque de toute façon il fallait remplacer le linteau à cet endroit, vu la réparation exotique qui consistait en cet essieu métallique. En premier lieu, on a d'abord vu que l'arbalétrier avait glissé vers l'extérieur et que l'assemblage tenon-mortaise n'était plus tip-top à ce niveau. Bon. Mais en réalité, on a découvert que ce nœud de cette ferme de charpente est tout pourri. Bon, sur le coup, on n'a pas eu trop le temps de bien réaliser ce qu'on venait de découvrir, mais tout de même, cela nous a pas mal inquiétés, et puis aussi pour les autres fermes et les autres assemblages qu'on ne voyait pas. Alors, on a été voir au même niveau sur la ferme de l'autre côté pour savoir si c'était la même chose. Les pierres viennent tout aussi facilement et le peu de bois qui reste de la panne sablière est vraiment mal en point. Pour cette ferme, le bois semble en meilleur état, en tout cas en apparence. Et en dessous, le reste de l'ancien linteau, avant que des cannes ne soient rajoutées. Et on dirait bien que ce n'est plus que ça qui tient le tout, car il ne reste plus grand chose de valable là-dessous. L'entrée, cela semble aller, même si sur sa face inférieure il y a une partie endommagée qu'on avait déjà constatée lors du démontage des cloisons. De retour sur la ferme précédente, on peut voir que l'arbalétrier est pour ainsi dire en l'air et ne repose plus sur rien à cet endroit. Ce qui explique la jambe de soutien rajoutée et qui finalement joue bien son rôle. Enfin, juste pour la charge, mais pas pour l'écartement des deux arbalétriers que l'entrée est censée reprendre en traction. Et ce rôle est maintenant certainement repris par le faux entrée un peu plus haut. Heureusement, lors du démontage du grenier, on avait laissé les boiseries utilisées pour le plafond et qui relient les chevrons de chaque rampant. Du coup, c'est en quelque sorte autant de petits entrées qui aident à soulager la contrainte sur les fermes. On est vraiment content d'avoir pris ces précautions. Sinon, en ce qui concerne l'entrée de cette ferme, le bout est vraiment tout foutu et il n'y a plus que le petit morceau qui repose sur la barre d'acier qui est encore en état. C'est fou que tout tienne juste sur cela. On était loin de s'en douter quand on travaillait au-dessus. Déjà, le poids propre à la toiture et l'étage, mais en plus, avec l'ajout des cloisons plafonnées des chambres de bonne lors des transformations de 1850, cette structure était vraiment fort sollicitée, et quand on voit maintenant sur quoi cela reposait, ça tient du miracle. Bon, même si c'est une mauvaise surprise et des travaux imprévus en perspective, dans notre malheur, on est tout de même content d'avoir tout démonté et d'être arrivé jusqu'ici pour se rendre compte du désordre et agir maintenant. Même si ça a tenu et que cela tient toujours, vu que l'on travaille aux alentours, sur la maçonnerie mais aussi sur les planchers, etc., cela change les forces et appuis en jeu, alors on va tout de même soutenir cela un minimum. Un minimum, mais après un rapide calcul, la charge à soutenir à cet endroit est tout de même de l'ordre d'1,5 tonne. Du coup, vu la structure fragile et le fait qu'on soit au deuxième étage sur un plancher, on va devoir étayer jusqu'au sol. Au rez, on va étayer cette poutre maîtresse. Elle est assez loin de la fenêtre pour qu'on puisse travailler sur l'entrée si les étais sont à cette distance. En place de madrier, on va utiliser la partie encore saine d'un gros linteau qu'on avait remplacé car il était fort endommagé. Une petite découpe et c'est pile poil ce qu'il nous faut. Alors, sous cet endroit, dans le bâtiment, il y a une cave, et pas une cave voûtée, mais des ourdis et nuillères. On va donc commencer par là, et on prend la mesure pour la position exacte. On y va avec des madriers et des étais qu'on a dû aller acheter car on n'en avait pas en suffisance.
De retour au rez, avant toute chose, comme le plancher de l'étage ne repose pas directement sur la poutre, car il est sur des dambourdes, on va y ajouter quelques cales pour combler l'espace. On peut maintenant installer les étais, bien arrimés aux boiseries pour que rien ne puisse bouger. On essaie de bien mesurer la position des étais pour être sur une même colonne depuis la cave jusqu'à l'entrée. Et c'est moins évident qu'il n'y paraît quand rien n'est droit ou de la même épaisseur. On a donc pris la façade extérieure comme référence pour pouvoir reporter cela aux étages. On arrive enfin sous l'entrée et après un petit nettoyage, on peut installer les étais. Tout est donc bien soutenu jusqu'au sol. Voilà qui nous a tout de même un peu rassurés et vous ne l'avez peut-être pas remarqué sur la vidéo, mais rien qu'en mettant les étais sous pression, l'entrée est remontée légèrement. Et d'ailleurs maintenant on arrive à retirer les cales entre le linteau et l'entrée. Quant à l'arbalétrier qui est flottant, il est soutenu par la jambe, mais ce n'est pas idéal non plus que toute la contrainte d'écartement soit reprise par le faux entrée. Alors on a placé une sangle et des élingues pour empêcher tout écartement. Nous voilà rassurés. Enfin, temporairement, parce que ce n'est pas le tout de soutenir, il faut encore trouver une solution pour réparer tout ça. Cela nous a vraiment désemparés et nous a valu quelques bons moments de découragement. Vraiment, on ne s'y attendait pas. Au vu de tout cela, cela ne nous a pas rassurés non plus sur une autre ferme plus loin dans la maison, car au grenier, on a vu aussi une jambe identique. Oups. Et puis dans la pièce en dessous, la forme du coffrage a toujours été mystérieuse. Déjà, la poutre est très basse, mais le petit rebord ne permet même plus d'ouvrir la fenêtre complètement. Sous l'ouverture, le plafonnage semble aussi fort bas, noyant les pièces de crémone, et puis c'est tout fissuré. Que va-t-on trouver là-dessous? On va bientôt le savoir. Normalement, on ne comptait pas toucher à cette partie de la maison pour le moment, mais il faut ce qu'il faut pour en avoir le cœur net. On commence par le grenier, avec le démontage de ce petit mur construit sur un petit linteau qui repose à peine sur les côtés et qui passe sur les solives. De l'autre côté, il reste encore les cloisons et toute la charge qui va avec. On pensait qu'on en avait fini avec les gravats pour l'instant, mais ici aussi, on va retirer tout cela. Sous certaines lames de plancher qui n'existent plus que dans le passé, une crasse incroyable. Pour ne pas que toute cette belle cochonnerie nous tombe dessus quand on retirera le plafonnage dans la pièce en dessous, on va retirer tout ce qu'on peut. Et dans tout cela, on retrouve quelques vestiges, des vieux journaux et des restes de tapisserie avec toutes les couches précédentes encore superposées. Apparemment, il y a eu quelques redécorations. Et puis même une boîte de bœuf à la gelée, difficile de dater tout cela. On arrive enfin au fond et on va pouvoir voir à quoi tout ça ressemble. Bon, ben c'est pas fameux, le bois a l'air tout aussi pourri. Et puis, juste à côté de la jambe, on a retrouvé des sortes de plats avec des tire-fonds ou des boulons de charpente et mes mains qui bougent. Pas très bon signe tout ça. Et on va aller voir par le dessous. Cette partie du plancher est retirée et il n'était vraiment plus droit. Et quand on dit plus droit, on ne rigole pas. Comme on le disait, on n'a pas envie que toute la crasse encore présente entre les solives se retrouve dans la pièce en dessous, alors on nettoie vraiment un maximum. Et voilà, on va pouvoir passer à la pièce en dessous.
ne nous leurrons pas, de la poussière, il y en aura tout de même, rien qu'avec le plâtre qui va tomber. Alors, on va bâcher le coin de la pièce dans lequel on va travailler pour limiter la propagation de la saleté. C'est parti! On découvre ensuite ce qu'il y a sous ce coffrage. Aïe aïe aïe! Ici, on a déjà tenté une réparation. Mais alors, de fortune, hein, avec 2 planches. Et une découpe d'assemblage vraiment pas fameuse. Et le tout ne tient plus que sur un seul boulon. Heureusement que c'est suffisant, l'air de rien, un rond d'acier peut encaisser pas mal en traction. Et alors, quant au linteau au-dessus de la fenêtre, une simple planche peut mieux faire. Cette pièce était à l'origine connectée au volume principal où l'on travaille, et cela a été refermé d'une fine cloison en briques. Alors vu que maintenant tout est bâché, pour faciliter l'accès et le travail plus tard, on va le démonter également. On a aussi retiré les solives qui passaient au-dessus, enfin qui s'appuyaient dessus, complètement déformées avec le changement de niveau de la charpente endommagée de part et d'autre. Et puis bon, même si on a dit qu'une seule tige était suffisante, cela ne fera pas de mal de rajouter un étai pour tout de même sécuriser un minimum cette rustine. Même si ici, ce n'est pas soutenu jusqu'au sol. Pour la 4e ferme de la maison, on n'ira pas voir en profondeur à ce point car c'est une pièce qu'on occupe et qu'on ne peut pas sacrifier pour l'instant. Du côté rassurant sur celle-là, il n'y a pas de renfort ou de jambes et, vu comme ça, elle a l'air encore assez droite. En ce qui concerne les solutions de réparation, on a bien réfléchi et on s'est assez bien renseigné sur les différentes solutions existantes et il s'avère qu'il y en a beaucoup. Mais en faisant le tri, on a dû en éliminer, soit parce qu'elles sont trop difficiles à mettre en œuvre, ou peu documentées, hors de prix, ou même destructives. Finalement, on a étudié une possibilité de réparation par nous-mêmes, il nous a fallu apprendre à pouvoir calculer et dimensionner tout cela, et maintenant on est assez confiant. Et on vous présentera notre solution prochainement. Ceci dit, on n'a pas encore tout élucidé, comme le recul des 2 arbalétriers qui, de toute évidence, n'étaient pas si écartés, le talon, qui est la partie de l'entrée qui dépasse au-delà de l'assemblage, serait trop court pour le retenir, même avec l'embrèvement et le tenon qui aident à cela, ou alors il faudrait un embrèvement en gorge. Ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que du point de vue du faux entrée, la partie basse est déjà bien comprimée et pas en haut, ce qui sous-entendrait que cela devrait même encore plus s'ouvrir, ce qui n'a pas de sens. Et notre idée justement, ce serait de les rapprocher, car dans le même temps que cela s'est écarté, ça a fait baisser le niveau du poisson et donc de la panne fêtière. À moins qu'en fait, le faux entrée ait déjà été remplacé pour convenir à l'écartement actuel, ou peut-être que le précédent s'est rompu lors du désordre. On va réfléchir quant à changer cela ou pas, car il y a aussi d'autres assemblages qui n'ont plus l'air d'assurer leur fonction, comme ces liens de fêtage. Et si on veut pouvoir un jour refaire la couverture, en ardoise naturelle et avec une isolation, cela va changer la charge à reprendre, et les calculs qu'on a fait pour déterminer cette charge se basent sur une structure stable. Après, il faut essayer de faire le tri de ce qui est essentiel ou ne l'est pas, sinon on finirait par devoir tout remplacer. Et on peut très bien s'accommoder de quelque chose qui n'est pas tout à fait droit, si cela joue bien son rôle fonctionnel dans l'édifice. Côté délai, le temps de découvrir ces désordres, de stabiliser, d'accuser le coup, mais aussi le temps de faire les recherches de solutions et les apprentissages, cela nous a pas mal retardé sur notre planning. Sans oublier le confinement qui n'a rien arrangé quand on a cherché des solutions auprès d'entreprises. Bref, beaucoup de réflexions et pendant ce temps-là, un chantier quelque peu bloqué. Mais en attendant, c'est pas qu'on manque d'inspiration sur quoi faire. Et on vous montrera tout cela prochainement. Merci d'avoir suivi cette vidéo.
En attendant la suite, que votre toiture et vous-même se portent bien, et à bientôt!